Bienvenue à ce nouvel épisode des machines. Je viens. Un peu, c'est moi qui parle. J'ai un sujet pour toi. OK. J'ai un sujet pour toi, puis tu sais pas de quoi je vais parler. OK? Ça ira pas bien, je pense, cette affaire-là. Je t'ai-tu dit que je fais tuner mon vélo cette semaine? Non. Parce que je roule pas mal tout le temps en vélo, puis j'ai fait venir un technicien en vélo chez nous. Eaton Cycle. Fait que j'ai Stéphanie, ouvre la porte, je suis pas là, fait que je vais arriver. Fait que j'arrive, puis il y a un beau Sprinter van, le gars, qui est brandé Eaton Cycle. Puis c'est un petit garçon dessus qui est en vélo, puis il y a toute la nature derrière lui. Fait que je rentre, le gars est en train d'arranger mon vélo, puis un gars, un peu comme nous autres, un gars bien cool, puis il dit Hey, je suis arrivé ici, je pensais que c'était une commune, c'est vraiment cool où tu habites, puis on parle ensemble. Puis il m'a dit, j'ai comme eu un flash, puis j'ai dit C'est qui Ethan? Il dit C'est mon petit gars qui s'est noyé il y a 10 ans. Fait qu'il me raconte ça, le gars, écoute, de manière très, très, là, tu sais, il dit Écoute, ça s'est passé de même. Mes enfants jouaient dans la cour avec mes filles, puis mon petit garçon. Je suis rentré dans 2 minutes pour aller chercher quelque chose sur le chantier. Puis j'ai dit aux filles, je dis Hey, il est où Ethan? Puis les filles disent On ne sait pas, mais il me semble qu'on l'a peut-être vu dans l'échelle de la piscine. Puis il est parti à la course, il a vu l'enfant dans le fond. Puis ce qu'il raconte, c'est que ça prend 15 secondes pour un enfant à se noyer. Un enfant de 3 ans, ça prend 15 secondes. Une fois que les poumons sont pleins, il a sorti de l'eau, il essaie de réanimer. Il dit à son garçon appelle 911, il dit que ton petit frère est en train de se noyer. Les intervenants arrivent, puis ils ont travaillé 1 heure dessus pour réussir à le réanimer, le petit gars. Ça fait 10 ans. Puis il me raconte ça, puis c'est comme ça m'a troublé au plus haut point parce que j'ai dit écoute, ce gars-là, il vit un deuil incroyable. Il en parle, puis ça m'a fait du bien qu'il me parle de ça parce que j'ai dit Colin, tout le monde vit des défis dans la vie. Puis encore aujourd'hui, j'ai un de mes amis que tu connais pas. Puis il s'est livré à moi parce que, récemment, pour sur différents trucs, puis il vit des défis avec son garçon qui a commencé à consommer. Puis il y a une journée, ça a dérapé chez eux. Il était obligé de le contrôler. Il est accusé de voie de fait, le père, trouvé coupable. Puis là, il annonçait dans les journaux, puis là, il dit évidemment, il y a un avis de non-divulgation. On ne peut pas dire c'est qui, comment, pourquoi. Moi, je le sais. Mais il ne raconte pas le contexte. Mais lui, il est passible de 2 ans d'emprisonnement, puis un bon gars. Puis ces histoires-là me font. Puis tu sais, David, je vais parler aujourd'hui de ce que je vis depuis 3 ans avec ma fille, parce que le monde ne le savent pas souvent, mais tous les hommes vivent des affaires. Puis ils n'en parlent pas beaucoup. C'est compliqué de parler de ça, parce que quand tu en parles, tu as l'air de te plaindre, puis les hommes ne se plaignent pas généralement. Fait qu'on n'en parle pas trop. Quand tu vis des affaires, tu commences à en parler, tu tabarouette. C'est comme si tu ouvrais un nid de guêpe. Ouais. Tout le monde vit des affaires. Puis le monde se confie à toi. Fait que moi, je t'en parle aujourd'hui, puis je t'en parle de manière... Je fais un peu un hommage aux pères qui, à Noël, peut-être ne verront pas leurs enfants. Parce qu'il y en a plusieurs qui comme moi, ça fait 3 ans que je passe pas Noël avec une de mes filles. Puis pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans l'immobilier, quand tu vis ça, puis tu commences à en parler, il y a plein de monde qui parle de ça, qui vivent ça aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose. C'est ce phénomène-là. Ce phénomène-là qu'on va nommer parce que les parents qui sont séparés vivent un peu, dépendamment du niveau d'animosité dans la séparation, les enfants font toujours partie du portrait de la séparation un petit peu, puis ils sont un peu... peuvent être des dommages collatéraux de ça. Puis tu sais, l'immobilier, je le dis souvent, on voit du monde, puis on voit des situations familiales. Puis si je peux aider du monde en parlant de ça ouvertement dans notre contexte d'immobilier, ça me fait plaisir, parce que plein de monde vient me parler de plein d'affaires, parce qu'ils savent ce que j'ai vécu, fait que c'est comme ils viennent tous me voir, mais pas grand monde, c'est du monde proche, pas grand monde externe le savent, tu sais. Puis moi, je me suis séparé il y a quelques années, puis c'est une décision que j'ai prise en connaissance de cause. Hein. Tu le sais, David, tu as été témoin de ça, c'est que la famille que j'avais, c'était pas vraiment ce que je voulais pour ma famille. Tu sais, fait que j'ai pris une décision difficile, mais légitime, je pense, puis était nécessaire entre autres, pour mes enfants. Puis évidemment, j'avais rencontré à un moment donné des spécialistes, puis pourquoi je parle de l'exemple de Ethan, tu sais, le père de Ethan, c'est qu'on vit tous des deuils dans la vie. À différents niveaux de notre vie. T'sais. Fait que, comme notre mère, quand on est parti de la maison, ça a été un gros deuil parce qu'elle s'est retrouvée plus d'enfants. Puis maman a dérapé un peu après ça. Ouais. Ça a été ça. Fait que on vit tous des deuils, puis
lui a vécu un deuil, puis moi, je l'ai vécu un petit peu de deuil à travers ça aussi, parce que je m'étais fait dire, Maxime, tu vas voir, quand tes enfants vont rentrer au secondaire, il y a quelque chose qui va se passer généralement. Parce qu'ils vont revivre un peu, c'est des moments de stress, qui vont revivre un peu la séparation, puis il y a des choses, des fois, pas le fun qui se passent. Ça, c'est des clients à moi, une sommité au Québec de relations d'aide qui me disaient ça. Puis je disais, ben non, ça tout va bien, puis c'est impossible qu'il se passe vrai, mais mes enfants vont bien, tu sais. Ce qui m'est arrivé, puis ça n'a pas été une séparation nécessairement belle et facile, la mienne, pour différentes raisons qui m'appartiennent, qui appartiennent à mon ancienne conjointe, mais ça a été ça. Puis évidemment, il y avait un petit peu d'animosité parce que quand c'est toi qui prends la décision, elle n'est pas facile, mais tu l'imposes à quelqu'un d'autre. Fait que c'est sûr que ça crée des blessures. Fait que, évidemment, il y avait un petit peu de disconnect aussi au niveau de la famille que je voulais, puis ce que mon ancienne conjointe voulait. Fait que moi, j'étais un peu, je le dis souvent, j'étais un peu un hippie de nature, moi. Tu sais, moi, je suis un gars qui vit simplement, je veux pas trop de flafla, je veux que mes enfants vivent des expériences qui soient pas trop exposés à la surconsommation qu'on vit maintenant. Puis c'était une des valeurs bien importantes pour moi, puis je voyais que ça commençait à déraper dans notre famille. Fait que j'ai dit, regarde, voici ça. Puis quand j'ai pris la décision de me séparer, il y a des gens qui sont venus me voir, ils ont dit, écoute, Maxime, va donner une vie normale à tes enfants et à tes filles, je pense. Puis c'était ça un peu le consensus des gens autour de nous autres. Quand ma fille est rentrée au secondaire, évidemment, il y a des changements. Puis on revenait du Mont-Blanc à ce moment-là. Pour les gens qui me suivent, j'ai fait le tour du Mont-Blanc avec mes enfants. Je pourrais peut-être vous en parler à un moment donné de ça, mais c'était une très, très belle aventure. Mais je rentre à Montréal, puis une journée, pour quelque chose de complètement banal, exemple, puis de mon souvenir à moi, puis de mon expérience à moi, c'était, maman m'a dit d'aller m'acheter des souliers neufs. Puis moi, j'étais comme, ben, tu sais, tu as déjà des souliers, on va les nettoyer, puis ça va être bien correct, tu sais. Puis là, ça a commencé à dégénérer, cette affaire-là, pour finalement qu'une de mes filles dise, écoute, moi, je m'en vais chez maman. Mais là, ma fille est jeune, elle rentre au secondaire. Fait que moi, je me pose pas trop à ça. Je me dis, c'est peut-être une mauvaise journée pour elle. Fait que, tu sais, pas de problème, tu sais. Mais là, le lendemain, puis ma fille rentrait au secondaire à ce moment-là. Mais moi, pas de nouvelles de ma fille là, pendant une couple de jours. Puis là, moi, je la laisse un peu, je laisse son espace, je laisse décanter. Je sais pas trop ce qui se passe pour une journée qu'on m'appelle, puis c'est ma fille qui m'appelle. Papa, je ne vais plus rester avec toi. Je vais rester avec maman. Là, je suis comme... Je dis rien, mais c'est ma fille qui m'appelle, qui me dit qu'il ne restera plus avec moi. Puis là, j'étais un peu déboussolé un peu. Fait que j'appelle la mère pour dire, écoute, je comprends pas. Ma fille m'appelle, puis elle me dit qu'elle ne restera pas chez nous. On a une garde à respecter, là. Et là, je vois que la mère me dit du tac au tac, je savais qu'un jour ça allait arriver. Tu sais, comme un peu une victoire on l'a eu, tu sais. Puis moi, j'ai toujours été le type de père qui me dit, tes enfants ont besoin d'être avec les deux parents à 50-50. Ils apprennent de chaque personne, puis c'est très important, je pense. Puis à partir du moment où ils se passent d'un parent, il manque quelque chose. Puis moi, ça m'était déjà arrivé l'inverse, où une de mes filles était venue me voir, elle disait, je veux pas rester avec maman. J'ai dit, puis du tac au tac, c'était, tu vas rester avec tes deux parents, il y a quelque chose du bon dans tes deux parents, puis tu n'as pas le choix, même ça marche dans une garde, puis c'est ça. Mais là, c'est pas ça qui se passait de mon côté. Fait que là, quand ça t'arrive comme papa, tu sais pas trop comment réagir à ça, parce que moi, je pensais pas que ça se pouvait dans la vie, cette affaire-là. Fait que je réfléchis à ça, puis finalement, une journée, ma fille était rentrée au secondaire, je ne l'avais pas vue. C'est des moments importants, puis je lui dis, hey, je veux la voir. Fait que je dis, bon, mais ce que je vais faire, je vais aller la voir à l'école. C'est un milieu où est assez contrôlé, stable, il n'y a pas de désorganisation qui se passe là. Fait que je vais voir l'agent de sécurité, puis je dis, écoute, je vais voir ma fille. Fait que c'est pas de problème, on va la chercher. Fait qu'il m'assit dans le gars, puis je m'assis avec elle. Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens plus à la maison? On s'ennuie de toi, on a envie de te voir. Puis je voyais que c'était des raisons un peu banales, genre, il n'y a pas de télévision vraiment la semaine. C'est des raisons d'enfant, un petit peu. Puis c'était correct. J'ai dit, écoute, on t'aime, puis s'il faut qu'on ajuste des affaires, on le fera, mais on fait ça parce qu'on vous aime, puis il y a juste certaines règles chez nous qui sont importantes. Puis ça reste comme ça. Fait que, pour moi, c'était comme réglé, puis prends ton temps, mais reviens, on a hâte de te voir. T'sais. Et là, c'est pas ce qui est arrivé. Là, le lendemain, moi, j'appelle la maman, puis je dis, écoute, si je ne me retourne pas ma fille, je vais appeler la police pour faire respecter la garde. Il faut que ma fille revienne chez nous. C'est notre famille, tu sais. Et puis là, pas longtemps après, c'est ma fille qui me rappelle.
pour me dire, écoute, puis là, c'est du sujet qu'on va aborder. Tu penses que maman fait de l'aliénation parentale? C'est pas ça. Fait que là, elle me parle en adulte tout d'un coup, comme scripté, tu sais. Tu penses que maman fait ça, tu vas appeler la police, tes amis vont perdre leur job parce qu'ils n'ont pas le droit de venir me chercher chez maman. Puis si tu me forces à revenir, je vais aller voir un juge pour dire que je ne veux pas revenir à la maison chez vous. Fait que là, j'ai compris que j'embarquais dans quelque chose que je ne connaissais pas. Puis ça m'a mis dans un trou noir dans ma vie, parce que quand tu perds un enfant, tu commences à faire un deuil. C'est extrêmement difficile. Écoute, puis moi, tout m'arrivait en même temps. Toute ma vie là, c'est débobiné à ce moment-là. Je voyais plus ma fille. La maman limitait les contacts. Puis c'est ce que c'est, l'aliénation parentale. Puisque moi, j'étais très, très proche de ce, tu te souviens, hein? Très proche de cet enfant-là. Ouais. Puis la mère limite les contacts. Fait que là, tu peux plus avoir contact avec ton enfant. Et puis, ma fille m'avait dit, je t'ai fait barrer à l'école, tu ne peux plus venir à l'école. Puis je savais que ça venait de, possiblement sa mère lui expliquer, ton père ne peut pas aller à l'école, va voir le directeur, ce qu'elle a fait, dit que tu ne veux pas que ton père rentre à l'école. Fait que là, je me suis retrouvé dans une situation que je ne pensais jamais me retrouver, puis je pensais pas vraiment que ça existait non plus. Fait que là, je vivais ça tout seul, puis j'en parlais pas trop parce que c'était un peu une honte. Ben oui. Ton enfant ne veut plus te voir. Tu dois être un méchant mauvais père, là, tu sais. Puis dans mon cœur, c'était comme, Christy, il me semble que je suis un bon père pour mes enfants, tu sais. Fait que tu comprends, il y a comme un disconnect, tu comprends pas versus ce que tu as fait avec tes enfants, puis pour tes enfants, versus ce qui se passe. Ça marche pas, cette affaire-là. Fait que c'est un long processus, cette affaire-là, de ne pas pouvoir voir mon enfant, lui parler. Gros deuil, ça a duré extrêmement longtemps. Puis j'ai essayé. Puis ça a été, écoute, j'ai dit à Stéphanie à un moment donné, puis ça a été, moi et ma femme, on a failli se laisser à cause de ça. Parce que c'était tellement rendu difficile. Puis j'avais dit à un moment donné, puis ça m'est jamais arrivé en fait, puis j'ai jamais pensé au suicide de ma vie. Hein, je dis ça, là, puis j'ai vu, je conduisais sur Sainte-Catherine, j'ai dit, j'ai le goût de crisser mon char dans un poteau. Mais genre, pas vraiment, mais genre pendant une seconde, juste pour une seconde pas souffrir de ça, parce que c'est extrêmement souffrant. C'est un deuil que tu vis quand ça t'arrive, cette affaire-là, puis tu sais pas quand est-ce que tu vas revoir ta fille, et si tu vas la revoir. Puis là, il y a plein de stratégies qui sont mises en place pour que ta fille ne te voie pas, parce qu'il y a des conditions. J'appelle ça une prise d'otage. Il y a des conditions pour que ton enfant revienne à la maison. Exemple, la mère va dire « Excuse-toi, je veux que tu t'excuses pour que je te renvoie à la maison. » Mais excuse-toi de quoi? C'était tout le temps ça. C'était tout le temps un peu très, très flou. Et ce que les parents, souvent, qui vont... Puis tu sais, c'est mon expérience à moi d'aliénation parentale. C'est ce que je pense que c'est, mais tu vas tout essayer avec l'autre parent pour la faire collaborer. Tu sais, je vais demander à me poser des questions. Elle dit, est-ce que tu penses que c'est l'aliénation parentale que je fais? Je dis, oh non, c'est correct. Tu sais, c'est comme, non, je veux juste revoir ma fille. Tu sais. Mais il n'y a rien qui fonctionnait. C'était rendu tellement complexe, cette affaire-là, que... Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les différents comportements qui existent quand un enfant quitte la maison comme ça, ils appellent ça du spreading. OK? C'est pas juste toi. C'est pas juste le papa. C'est que l'enfant n'aura plus de contact avec personne. Ni avec son petit frère, ni avec sa belle-mère, ni avec la belle-famille, ni avec tes enfants. Fait que l'enfant disparaît de ta vie. Ouais. C'est pas qu'il s'en va. Il disparaît complètement de ta vie. Fait que c'est comme si, du jour au lendemain, ton enfant s'était fait enlever. C'est ça le sentiment. Et là, ça a été un long chemin de croix pour moi, cette affaire-là. Tu l'as vu, tu en as parlé, je t'en ai parlé, tu le sais. Finalement, j'ai réussi à la ramener tranquillement chez nous lors d'un voyage. Je lui ai dit, écoute, là, je ne veux pas nommer, là, parce que c'est pas le but de ça. Le but, c'est pas de laver du linge sale, c'est absolument pas ça. C'est juste de parler aux papas qui vivent ça. Parce que quand j'ai commencé à vivre ça, je commençais à en parler. Puis, à un moment donné, je cours une journée avec un gars que je connais. Puis, il dit, j'ai 2 filles, une de tel âge qui reste avec moi, puis une que j'ai pas vue depuis l'âge de 12 ans. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il dit, à l'âge de 12 ans, elle a décidé qu'elle ne voulait plus vivre avec moi sans raison, puis elle est partie vivre chez sa mère. Puis maintenant, elle a 21 ans, elle reste à une rue de chez nous, puis je la vois pas. Puis un autre qui me dit, je rencontre un client qui me dit, mon fils ne voit plus ses enfants à cause de ça. Fait que là, je me rends compte, je commence à m'éduquer là-dessus, puis c'est comme, tabarouette, c'est 15 à 20% des séparations qui vivent ça, ces situations-là où l'enfant disparaît. Puis,
je te parlais du spreading tantôt. Une problématique qu'il y a, c'est que les enfants, ça brise la cellule familiale parce que les autres enfants voient leur soeur ou leur frère disparaître aussi. Puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Puis, le retour est toujours fragile parce que moi, quand ma fille est revenue à la maison, elle est revenue 2 ans plus tard, mais l'enfant, souvent son prétexte, c'est qu'il n'était pas heureux. Mais il se retrouve chez l'autre parent où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'encadrement familial, fait qu'elle fait ce qu'elle veut, elle vit comme elle veut. Puis moi, tu es revenu chez nous une semaine, puis le mardi suivant, elle me dit « Papa, je m'en vais à Nicki Minaj le mardi soir au Centre Bell. » Là, je suis comme « T'es-tu sérieuse? » Oui. J'appelle la maman, je dis « Écoute, ma fille me dit qu'elle s'en va au Centre Bell un mardi soir d'école, voir nul autre que Nicki Minaj. » Je suis comme « Avec qui elle va là? Ça marche pas pour moi. » Fait que là, tu sais, un enfant revient du jour au lendemain, est catapulté dans la famille avec une liberté qu'elle ne devrait pas avoir à son âge. Ouais. Fait que j'appelle, j'ai dit, tu vas me donner le numéro de téléphone des autres parents. Fait que je les appelle, finalement, me rendre compte que c'est pas tous les amis, parce que le narratif était tous les amis vont aller là. Je me rends compte que c'est quelques amis, puis il y a des parents qui sont comme, non, ma fille ne va pas là, moi. Ah, OK, parfait. Fait que j'explique à ma fille, je dis, écoute, ton billet a été acheté, c'est bien correct, mais tu comprends que c'est pas dans mes valeurs pantoute, puis c'est une question de sécurité pour toi. J'ai été policier, moi on allait dans ces événements-là, c'est pas super trippant comme crowd, puis c'est la semaine en plus, fait que tu vas y aller, mais considère ça comme une exception, ça n'arrivera plus, cette affaire-là. Puis ma fille comprenait. Elle dit, papa, tu penses que tu as raison. C'était comme, elle comprenait que les limites, il faut les ramener à un moment donné. Tu sais, à ce moment-là, elle a compris, fait que mais le retour était très fragile. Puis moi, je me rappelle d'avoir m'être assis avec ma femme, puis mon ancienne conjointe, puis je disais, là, tu vas me promettre de ne plus jamais laisser nos enfants choisir la garde. La garde jusqu'à 18 ans, 50% chez moi, 50% chez toi. Il n'y a pas de zone grise entre les deux. It is what it is. Et là, c'était une discussion de non, peut-être, puis ci, puis ça. Puis non, je ne te demande pas. Parce que c'est tout le temps les lois au Québec. On dit qu'à partir de 12 ans, Absolument. L'enfant peut choisir. Puis moi, je me souviens avoir appelé un avocat à l'époque. Il dit à partir de 12 ans, le juge va l'écouter. OK, parfait, on n'ira pas là. 14 ans, encore pire. Puis là, tu peux faire peut-être une expertise psychosociale, mais là, tu mets toute la famille là-dedans. Puis c'est compliqué. Fait que tu n'as pas le goût de te soumettre ta famille, tes enfants à ça. Fait que tu fais de ton mieux pour rafistoler ça, pour que ça revienne. Fait que c'était compliqué, tout ce bout-là. Fait que quand l'enfant revient, il faut que tu remettes des limites. Il faut que tu mettes un cadre familial à ça. Et ça fait des flamèches un peu, parce que là, l'enfant, tu le ramènes dans quelque chose où il y avait une pleine liberté. Et pour moi, pour aimer un enfant, tu lui mets un cadre. Parce qu'un père, c'est pas être le meilleur ami ou la meilleure amie à un enfant, c'est d'être un coach. Puis lui mettre des paramètres. Voici les paramètres dans lesquels tu peux jouer. Si tu sors de ça, il y a des règles, il y a des conséquences. C'est aussi simple que ça. Puis moi, les règles sont assez simples chez nous, c'est tu fais ton lit, tu ramasses tes affaires, tu respectes les gens autour de toi, puis là-dessus, on va être correct. Fait que j'ai réussi à ramener mon enfant chez nous. Puis, pas longtemps après, puis ça a été quelques mois, évidemment, on a des chicanes avec nos enfants des fois, une petite chicane arrive. Encore une fois, paf, à part. Mais là, encore une fois, à part. Puis tu sais pas quand est-ce qu'elle va revenir trop, cet enfant-là. Fait que là, puis tu sais que l'autre parent ne collabore pas nécessairement. Fait que tu arrives tant bien que mal à essayer de ramener ton enfant, mais évidemment, une fois qu'elle sait que la porte est ouverte toujours, c'est l'autre parent, ça va toujours être l'issue de secours pour peu importe le conflit qu'il y aura. Ah ben, si vous ne faites pas ce que je veux ou vous n'agissez pas comme je veux, je vais aller chez maman. On s'entend-tu sur une chose que... parce que moi, je pense... C'est drôle, j'écoutais un reportage cette semaine sur un témoin de Jéhovah qui parlait des transfusions sanguines. Puis il parlait des ados de 14 ans que, en théorie, ils ont un droit de choisir s'ils reçoivent des transfusions, oui ou non. Mais finalement, c'est pas nécessairement un choix. Ils vont l'imposer parce qu'il n'est pas encore en âge de réellement choisir puis que ce soit vraiment libre et volontaire parce qu'ils n'ont pas la maturité. On s'est entendu qu'un enfant de 14 ans n'a pas la maturité de choisir. Bon, mais d'un autre côté, moi, je pense qu'il est rendu là. Puis c'est un phénomène, moi, que je ne connaissais pas, l'aliénation parentale. Je n'avais jamais entendu parler. Je ne connais pas ça. À un moment donné,
j'ai été exposé à ça à travers toi. On s'entend-tu que, est-ce que ça devient un payback time souvent par un des deux parties? Ben, il y a deux volets à ça. C'est que dans le mémoire sur l'aliénation parentale au Québec, qui est paru fin des années, je pense, 2000, disons 2000, autour de 2018, c'est ce qu'il disait. C'est que l'âge pour un enfant de changer sa garde, puis quand t'écoutes, moi j'écoute beaucoup de podcasts là-dessus, le problème qu'il y a, c'est que c'est tout le temps sous le couvert de l'enfant a le droit de choisir. Tu sais, mais comme je disais, si les parents s'entendent, puis c'est là le nerf de la guerre là-dedans, si les parents mettent l'enfant va aller où? Si toi tu dis, écoute, c'est 50% du temps là, 50% du temps, puis malheureusement, tu n'as rien à dire jusqu'à 18 ans, c'est pour ton bénéfice qu'on fait ça, parce que la vie est faite de même. L'enfant ne va pas nulle part. Là. Ben non, il ne va pas nulle part. C'est parce que, c'est pour ça que je dis qu'il y a une prise d'otage qui se fait, parce qu'à partir du moment où l'autre parent limite les contacts avec l'enfant, you're fucked up. Tu peux pas rien faire avec ça. Non, puis si l'autre parent n'ouvre pas la porte, ça règle le problème. Puis moi, je réalise très bien qu'il y a tout un narratif qui se met derrière ça, que souvent les parents qui sont amers face à une séparation vont expliquer le narratif de « Ah, mais tu sais, ton père, quand tu étais petite, il n'était pas là, puis c'est ci, puis c'est ça. » Puis moi, c'est le narratif qui a été raconté un peu à mes filles. Tu te souviens, nous autres, quand on a tout le temps été des travailleurs, vraiment des travailleurs pour nous autres, mais moi, ma routine, quand je travaillais dans la police à l'époque, puis mes filles étaient jeunes, mes filles étaient tout le temps les premières qui étaient ramassées à la garderie le soir. À 3 heures maximum, là, ils étaient avec moi. Ouais. Ils n'étaient pas à 6 heures le soir, c'était à 3 heures. C'était les gâtés de la garderie, parce que j'aimais ça passer du temps avec eux autres, puis je m'assurais qu'on en passe le maximum. On faisait souper, parce que c'est nous qui fait souper à la maison. Souvent, quand je travaillais de nuit, je les couchais. Je me couchais en même temps qu'eux autres. Je me couchais avec eux autres. Je me relevais à 10 heures, puis j'allais travailler. Puis la nuit, j'en venais donner des biberons à la maison. Parce que j'aimais ça pour mon enfant, tu sais. Mais le narratif qu'ils ont, puis eux autres, les enfants n'ont pas la mémoire de ces moments-là. Mais ce qu'on leur raconte, c'est « Ah non, ton père, il n'était pas là. » Puis c'est comme... Puis là, ils me répètent ça. Des fois, je suis comme... Je pense pas à la vraie version de comment est-ce que ma vie se passait à l'époque, mais tu peux pas te battre avec ça. C'est une mémoire. Puis il y a des versions à chaque chose dans la vie. Fait que ça, tu peux pas travailler dessus. Mais les enfants sont conscients. Puis à un moment donné, ce qui est dommage en dedans, puis je m'en rends compte, c'est parce que le parent aussi qui va aliéner l'enfant, c'est qu'il va espérer d'être en mesure de aliéner l'ensemble des enfants. Ouais. Mais aussitôt que tu en as qui collaborent pas à ça, parce qu'ils comprennent ce qui est bon pour eux, ils vont se faire punir à travers ça aussi. C'est ce qui est difficile pour eux. Puis j'ai ma plus jeune des fois qui me disait, tu sais, c'est pas vraiment juste, papa, parce que genre, j'ai pas tout ce que ma sœur a chez maman. C'est vraiment pas juste. C'est comme là, elle a une chambre neuve, elle a tout, on fait tout pour elle, tout tourne autour d'elle. Puis moi, j'ai comme pas tout ça. Fait que l'enfant qui collabore pas à ça est un peu puni. Ou on veut lui montrer que, ben, regarde, si tu collabores à ça, avec moi, tu vas avoir tout ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois prudent avec tes enfants pour pas qu'ils s'aillent dans cette direction-là. Puis tu as ces discussions-là avec eux. Tu sais? Fait que moi, j'ai ces discussions-là avec ma plus jeune. Puis j'aime mes enfants. J'ai 3 enfants. Mes 2 filles biologiques sont extraordinaires. Puis c'est même... Ce qu'il faut comprendre, l'aliénation parentale, ça n'a rien à voir avec les enfants. Les enfants sont juste des dommages collatéraux de ça. Puis le problème qu'il y a, c'est que si tu les forces à revenir à la maison, tu vas avoir un problème. Ben oui. Et si tu ne les ramènes pas plus tard, tu vas avoir un problème, parce qu'ils vont te dire pourquoi tu ne m'as pas fait revenir à la maison. Là, cette discussion-là n'aurait pas lieu dans des cas d'aliénation parentale si les deux parents étaient comme parfait, c'est 50-50. Tu n'en viens pas chez nous, tu sais, je pense qu'on réglerait tout le problème. Le problème est réglé. Puis, tu sais, on s'entend, il y a des parents. Il y a des parents qui n'ont pas le choix. Le père n'est pas apte, ou la mère n'est pas apte. Ça fait partie de la game. Puis là, c'est pour ça que tout le phénomène d'aliénation parentale est beaucoup débattu, parce que le monde, c'est un concept très vague. C'est extrêmement difficile à prouver. Fait que c'est un concept qui existe, qu'on nomme, mais de là, aller le prouver devant une cour de justice, il n'y a pas grand monde qui vont aller là parce que c'est une perte de temps. Puis c'est souvent les parents, les pères qui sont victimes de ça. Fait qu'ils n'en parlent pas. Les papas ne parlent pas de ça. Fait qu'ils ont honte de parler de ça. Ils ont honte de ça. Puis en même temps, je trouve que surtout dans un cas comme le tien où c'est une fille, un père, on dirait que probablement que devant les tribunaux ou devant le travailleur social ou devant l'autorité de l'école, ils disent « Ouais, le père ne doit pas être bien correct, la petite est correcte à l'école. » C'est partout comme ça.
le père a tout le temps l'air d'un ça. abruti, d'un hurluberlu. Je te le dis, moi, j'ai cogné à toutes les portes. Et toutes les portes, ça a été comme... Ouais, non, t'es juste le père. Tu sais, c'est comme... Ouais. Puis c'est pour ça, tu as mis le doigt sur quelque chose, le stigma du papa. Ouais. Tu pars tout le temps avec 3 strikes. Puis moi, je le nomme tout le temps, je sais que je pars avec 3 strikes, je suis le papa. Mais je me suis assez documenté puis informé pour savoir que c'est là qu'on en est, puis je veux qu'on fasse de quoi. Puis je me souviens très bien d'être allé à l'hôpital à un moment donné, j'ai dit « Hey, j'ai besoin d'aide pour une de mes filles. » À Sainte-Justine, pas n'importe quel hôpital, Sainte-Justine, j'ai besoin d'aide parce que je pense qu'elle vit ça. Puis tu regardes, ah, mais là, elle a le droit à confidentialité. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Je te dis que ma fille a besoin d'aide, j'ai besoin qu'elle voie un spécialiste. Ah non, mais puis elle est déjà hospitalisée, ma fille, là. Ah non, on va juste l'école les plus lourds. C'est qu'est-ce que vous me dites? Il faut qu'elle soit, genre, au bout du rouleau, puis que sans ressources, puis qu'on la voie, puis qu'on lui donne de l'aide, puis qu'on fasse de la prévention. C'est ça le système de santé, puis le système social qu'on a au Québec. Il faut que ton enfant soit en détresse profonde pour qu'il ait de l'aide. Sinon, oublie ça. C'est ce qui est dramatique. Fait que dans tout ça, fait qu'il n'y a pas de ressources, les parents n'ont pas de ressources, n'ont pas d'aide. Fait que la seule façon de s'organiser, c'est que les papas en parlent un petit peu plus. Puis pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas le choix comme papa de laisser une trace de ça. Ouais. Parce que si demain matin je pars, il n'y aura pas de trace de ça. Il n'y a personne qui va comprendre vraiment ce qui s'est passé. Puis papa n'aura pas pu s'expliquer sur ce qui s'est passé non plus. Ouais. Fait que tous les papas devraient en parler pour laisser une trace. Puis je ne dis pas que tous les papas qui vivent ça vivent l'aliénation. Si tu consommes, si tu es dans la drogue, si tu as des problèmes financiers, ça se peut que tu ailles creuser ta tombe. Ça, c'est la vérité. Mais si tu aimes tes enfants, tu es présent avec eux, puis tu sais, les études le disent, hein, comme père, c'était correct 50% du temps, ou comme mère, tu fais une bonne job. Fait que tu n'as pas besoin d'être correct 100% du temps. Quand tu parles aux services sociaux, là, ils parlent comme s'il faut que tu sois correct 100% du temps. Ils parlent, il faudrait peut-être revoir les pratiques parentales. Mais de quelles pratiques parentales on parle exactement? Ah, ben les pratiques parentales. Lesquelles? De quoi on me parle, là, exactement? Puis c'est encore un flou artistique de... Puis là, je leur dis, ben là, puisque j'ai rencontré des spécialistes, des services sociaux, puis ils disent, ben, il faut voir les pratiques. C'est tout le temps un flou. Puis quand ils voient que c'est compliqué un peu, c'est comme ils se désengagent. Écoute, c'est trop compliqué, fait qu'on ne pourra pas vous aider, cette affaire-là. Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on se trouve. Fait que moi, j'en parle. C'est un hommage aux papas qui vivent ça. Parce qu'il y a un paquet de papas qui vivent ça qui n'en parlent pas. C'est un secret. Ouais. C'est un fléau présentement au Canada puis aux États-Unis. Puis je me suis dit, je pense que si ce que j'ai vécu de difficile, j'en parle un petit peu. Puis ça peut aider les gens à vouloir en parler puis se libérer de ça. Parce que je sais comment est-ce que... Ils disent que les parents et les papas qui vivent ça ne travaillent plus, ne mangent plus, dépression sévère, parce que c'est un deuil que tu fais de ton enfant. C'est sûr. Fait que moi, j'ai eu la chance de me relever assez vite de ça. Beaucoup un peu par l'humour. Des fois, je vais avoir tendance à blaguer par rapport à ça, mais avec toi, puis c'est comme on va... Beaucoup par la prière aussi. Moi, je suis quelqu'un qui croit énormément qu'il n'y a rien qui t'arrive pour rien. Puis on va dire, bon, c'est peut-être philosophie, toute la patente, mais je pense que les choses arrivent pour une raison. Puis il y a de quoi de positif à en retenir. Puis moi, ce que j'ai retenu de positif là-dedans, c'est quand un couple va mal généralement, puis qu'il y a 2-3 enfants dans la famille, c'est qu'un parent va tout le temps se coller sur un enfant, puis être moins proche de l'autre qui va être collé sur l'autre parent. Ouais. Puis moi, ma fille très proche, avec qui j'étais tout le temps, je venais partout, c'est elle qui est partie. Fait que je me suis rapproché de l'autre. Mais ça a été extraordinaire parce que là, j'ai appris à connaître mon enfant, puis une petite fille extraordinaire. Là, j'ai du fun avec, puis on se ressemble beaucoup. On est allé en surf ensemble, on fait plein d'affaires ensemble, puis il est très volontaire. Je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup d'affinités ensemble, chose que peut-être j'aurais jamais découvert. Fait que ça, c'est une grosse affaire que j'ai découverte dans ma vie. T'sais. Puis même de Charles, qui est mon autre garçon, qui n'était pas mon enfant biologique, j'ai pas le choix de me rapprocher de ces enfants-là parce que l'autre enfant avec qui j'étais très proche n'était plus là. Fait qu'il y a eu plein d'affaires positives qui sont passées à travers ça. Évidemment, tu veux toujours avoir tous tes enfants. Mais la vie est faite et la société actuelle dans laquelle on vit est faite que tu ne peux pas forcer ça, malheureusement. Autant que quand tu étais jeune, tu n'avais pas le choix. Là, je veux dire, t'allais où?
sais, moi, je me souviens quand on n'a pas une vie parfaite, mais on a une vie, je pense, correcte. Quand je mangeais une volée, là, c'était pas le fun, mais le soir, je rentrais à la maison. Ouais. Il n'y a pas de place que je peux aller. Pas aller ailleurs, là, mais c'est quoi la bonne affaire là-dedans? C'est qu'il fallait que tu règles ton affaire avec ton père. Ouais. Ça, c'était extraordinaire parce que ça t'apprend à régler tes affaires. La résilience, le pardon, parce que tout ça qui vient avec ça aussi. Fait qu'à chaque fois qu'on laisse un enfant faire d'être le libre arbitre, on lui évite de prendre ses responsabilités. Puis ça te suit toute ta vie, malheureusement. Fait que c'est un peu le cas. Fait que j'en parle, ça pourrait être un très, très long sujet, cette affaire-là. Puis ça va être, peut-être en 2025, c'était un podcast on the side que je vais faire, comme les papas. Tu sais, parler de ça, parce que c'est tellement vaste comme sujet. Ouais. Ça touche tellement de cordes. Puis il y a tellement de monde qui a besoin d'entendre ça, que si ça aide quelques personnes à en entendre, puis à s'éveiller à ça. Puis le but, c'est jamais de faire le procès d'un couple ou de ton ancien conjoint ou conjointe. C'est absolument pas ça, parce qu'on a tous des torts dans une relation. Mais comme on dit, c'est pour les enfants. Fait que même si c'est des différents pour les enfants, pour leur bien-être, c'est ça qui doit être fait. Je pense qu'ils doivent voir leurs 2 parents. Le bottom line, si vous vivez ça présentement, entendez-vous pour être zéro malléable sur les gardes. C'est ça et ça ne changera pas. Une fois que l'enfant sait que tu es une leader ou un leader, elle ne t'essayera plus. Elle va te tester une fois, après ça, va être fini, puis elle va vivre avec ça, je pense. Puis l'enfant va être mieux aussi. Parce que je me souviens quand j'ai ramené ma fille chez moi la première fois, c'est comme une libération pour elle un peu, parce que je voyais qu'elle ne voulait pas prendre cette décision-là, parce qu'il y a tout le temps le conflit de loyauté qui est là-dedans aussi. Ouais. Elle ne peut pas dire à l'autre parent, ouais, finalement, je vais te laisser, là, puis je vais aller revivre ma vie normale, parce qu'il y a un conflit de loyauté très important. Puis le conflit de loyauté est nourri par l'animosité de l'autre parent, généralement. Tant que l'autre parent va haïr l'autre pour l'avoir quitté, l'avoir fait ci, fait ça, c'est nourri. Puis tant qu'il y a la nourriture là, ben, il va y avoir une codépendance entre les enfants puis le parent qui, entre parenthèses, aliénant, disons. Fait que c'est pas facile. Fait que ouais, je suis content de vous en avoir parlé. David, tu ne savais pas que j'avais parlé de ça aujourd'hui, mais ça touche. Moi, j'ai toujours dit l'immobilier, c'est un prétexte pour rentrer en relation. C'est ce qu'on fait, les relations. Puis moi, j'en vois plein de parents là, qui sont monoparentales. Puis c'est pas tout derrière. Non. Tu poses pas de questions. Mais s'ils savaient tout ce qu'on vivait. Puis je regardais une vidéo sur TikTok un matin, c'est qu'il dit, tu sais, les hommes normalement constitués n'ont pas tant besoin de thérapie. Ils ont besoin d'être reconnus dans leur burden. Genre dans ce que tu transportes dans la vie puis dans tes défis. Que ta femme te dit hey, « Je sais que c'est pas facile ce que tu vis, mais je suis fier de toi. » Ou ton enfant, ou peu importe autour de toi, ça règle tout, on dirait. Parce que tu sens que malgré les défis, tu transportes quelque chose que c'est comme « Je peux passer à travers, tu sais. » Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est un peu ça permet, je pense, puis j'espère que ça va inspirer les gens qui vivent pas cette situation-là, d'être reconnaissants, d'avoir un équilibre, parce que quand tu vis ça, là, c'est parti. C'est t'as un premier Noël sans ton enfant, un deuxième Noël, puis c'est un point que ton enfant ne répond pas à tes messages. Hein. Ouais. Tu vas souhaiter joyeux Noël à ton enfant ou bonne fête, c'est 0. C'est rien. Tu sais, moi, ça m'a permis, quand je voyais ça, d'être... Tu sais, c'est pas tout le temps évident, une famille, là. Tout le temps, t'as des défis de couple, t'as des défis familiaux. Ouais. Mais quand tu mets les choses en perspective, tu regardes une situation comme la tienne, t'es très appréciatif aussi d'avoir quelqu'un qui est balancé là-dedans, parce que vivre une situation comme ça où, tu sais, il faut le nommer, là, c'est l'éléphant dans la pièce, tu sais, quand il y a quelqu'un qui a de l'animosité et qui va contaminer l'autre enfant vers ça, tu dois te dire, Chris, je peux pas croire que j'étais avec cette personne-là. T'sais. Ben, tu sais, moi, quelqu'un m'a dit, tu connais pas quelqu'un tant que c'est pas fini. Ouais. Puis c'est dans tout, à peu près, dans la vie, tu sais. Puis moi, j'ai beaucoup d'appréciation pour la mère de mes enfants. Sans elle, j'aurais pas eu mes enfants. Mm-hmm. Puis je les aime, même si une de mes filles n'est pas là. Je les aime, ça ne changera pas, là. Moi, c'est comme... Mais de couper contact à 100% et de ne pas encourager l'enfant. Oui, c'est ça. Écoute, va voir ton père, va lui parler. C'est pas normal. Non. Et c'est pas correct non plus. Puis moi, il y a plein de monde après ça qui était dans l'environnement de la maman qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, je m'excuse, je pense que c'était pas normal, puis j'aurais dû intervenir. Puis c'est comme... Pas de problème, j'apprécie que tu m'appelles et tu me parles de ça.
Ça ne changera pas nécessairement la dynamique parce que c'est souvent des gens qui, à un moment donné, les autres se sont rendus compte que ça ne marchait pas, ils ne sont plus en relation avec cette personne-là non plus. Mais ils voulaient me le dire, genre, hey, je m'excuse pour ça, puis je pense que je dois te le nommer, tu sais. Ça met un petit baume sur l'affaire des fois. Ça ne ramène pas ton enfant. Mais moi, je le dis tout le temps, c'est que, tu sais, il faut vivre d'espoir là-dedans. Me dire, écoute, puis j'écoute les podcasts, là, puis il disait à chaque fois que ton enfant part, parce que c'est pas une fois, là. Ouais, c'est ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est un deuil que tu vis à chaque fois. Ben ouais. C'est des nuits à pas dormir. Tu sais, tantôt, Mathieu disait au gym, t'as les yeux petits. Ouais, ça fait une couple de nuits, je dors pas parce que tu travailles la nuit, tu penses à ton enfant. Ben ouais. Tu sais, tu t'ennuies de ton enfant, tu sais, fait que c'est tout ça. Mais ouais, fait que je pense qu'il faut que tu vives d'espoir, puis, tu sais, malheureusement, faut que tu restes très fort là-dedans. Parce que tu as d'autres enfants Ben ouais. qui veulent pas te voir tout croche comme père. Ils veulent voir que c'est comme papa, il est business as usual dans la famille, puis il va s'occuper de nous autres, puis l'enfant n'est pas supposé s'occuper de toi, là. Malgré tout, tu t'occupes de tes enfants, puis il faut que tu travailles, parce que c'est ça que les gens oublient souvent. Nous autres, on a une job à faire à travers ça. Fait que moi, le monde, là, pendant tout le temps que je vivais ça, là, je travaillais, j'avais une équipe. Le show continue, là. Show must go on. T'as pas le choix. Fait que c'est tout ça. Ben écoute, merci Max d'avoir partagé ça parce que je pense que ça va permettre à du monde de s'ouvrir par rapport à ça puis d'oser parler parce que, comme tu l'as dit, c'est pas facile de parler de ça. C'est une situation que tu as envie de cacher dans le garde-robe puis pas en parler parce que tu as peur du jugement, tu as peur de ce que les autres vont dire, tu as peur de... Mais je pense que de l'expliquer, je pense que ça met les choses en perspective aussi. Fait que... Ouais. Puis moi, j'ai pas eu peur du jugement longtemps parce que quand tu sais ce que tu es dans la vie, c'est ça. Tu dis, ça me dérange pas d'en parler. Parce que, tu sais, puis tu sais, on n'est pas... je suis pas parfait comme père, je suis pas parfait comme être humain, mais je pense que je suis une assez bonne personne, un bon père. Fait que le reste qui est arrivé entre les deux, il y a des choses qui t'appartiennent pas là-dedans. Ouais. Puis sur lesquelles tu n'as même plus de grip. Fait qu'ils disent dans la vie, concentre-toi sur ce que tu peux changer, puis ce que tu peux... Puis moi, en terminant cette affaire-là, si je peux dire au papa un conseil... Moi, le surf a été un peu une salvation dans ma vie. Je me suis découvert dans le surf, une passion. Puis c'est comme tu sais, j'allais 2-3 fois par jour. Dans ces moments difficiles-là, là, je surfais tout le temps parce que tu penses à rien pendant ça. Tu es dans l'eau, dans l'élément. Ouais. Puis ça te permet. Puis même, ça a fait partie comme de toute la. Parce que nous autres, la cellule familiale a éclaté, incluant ma femme. Je suis même surpris qu'on soit encore ensemble aujourd'hui parce que j'étais dans un trou noir puis j'étais tout le temps parti surfer. Parce que c'était comme. Ça fait du bien. Ouais. Bon, c'était pas la drogue, c'était pas l'alcool, parce qu'il y a du monde qui peuvent tomber facilement là-dedans. Ouais. Mais tomber dans quelque chose de positif, puis moi, ça a été extraordinaire, ce sport-là. Je pense qu'à cause, ça a été un catalyseur. Je pense que pour ça, c'est rendu mon sport préféré. Ouais. Je suis un passionné, tu le sais, là, c'est toi qui m'as initié à ça. Mais je vais être dans l'eau tout le temps. Je formais récemment, j'étais dans le fleuve au mois d'octobre. Tu fermes la vague le soir, puis il fait noir, puis tu vas sur le pont. Tu te rends compte de la chance que tu as dans la vie. Ouais. D'être sur la terre, d'être en santé. Puis il te manque quelque chose, mais tu as confiance qu'un jour, ça va revenir. C'est ça, exact. Fait que that's it. Fait que that's it, c'était notre podcast plus personnel. Right? Ouais, merci Max. Merci à toi. Puis, gros hommage au papa que j'ai rencontré cette semaine, Ethan Cycle. CYCLA comme un vélo en anglais qui fait du tune-up de vélo à domicile. Appelez ce gars-là. C'est exceptionnel. All right. Merci, à bientôt. Merci tout le monde. Bye-bye. Bye.